Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la guerre aérienne qui a eu lieu au printemps dernier entre l'Inde et le Pakistan. De ce qu'on peut en dire et des leçons qu'on peut en tirer, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Adrien Fontanellaz, historien militaire suisse, membre du comité du Centre d'histoire et de prospective militaire, d'où cet enregistrement à distance, spécialiste notamment de questions aéronautiques, puisque je peux rappeler que je vous avais déjà reçu pour parler à l'époque de la guerre aérienne en Ukraine, à la suite de très intéressants articles que vous aviez publiés dans DSI, où vous contribuez régulièrement. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour, merci de me recevoir. Et c'est donc autour d'une très intéressante étude que vous venez de sortir, intitulée Opération Sindoor, la guerre aérienne indo-pakistanaise entre le 7 et le 10 mai 2025, où vous faites un rétex, ou peut-être plutôt un post-mortem, de cette confrontation très ouverte et très importante, puisqu'il y a eu au moins une dizaine d'appareils qui ont été endommagés ou détruits, et qu'elle a duré longtemps avec des craintes très réelles d'escalade. C'est aussi une opération qui a fait beaucoup de bruit, avec une dimension informationnelle très forte, parce qu'on a eu tout de suite un énorme bruit médiatique et sur les réseaux, notamment à la suite de la perte d'un Rafale. Alors au début c'était censé en être 3 de l'Indian Air Force, notamment via un certain nombre de moyens chinois dans le domaine, avec cette idée que le Rafale ne valait rien face aux missiles à longue portée chinois, ce qui a été repris paradoxalement et amplifié par certaines sphères américaines qui mettaient en avant que ce serait jamais arrivé à un F-35, etc. Donc il y a eu un peu une coalescence sur certains réseaux pour dénigrer le Rafale. Alors voilà, déjà je peux spoiler tout de suite, c'était pas 3, c'était 1 qui a été abattu, avec d'ailleurs pas un reboutissement, mais une petite actualité il y a quelques jours, puisqu'on a vu un de ces 2 autres Rafales qui était censé avoir été détruit, qui a volé pendant la fête nationale indienne. Mais donc, il y a aussi toute une dimension de géopolitique de l'armement, disons, qui est importante là-dedans, avec aussi toute une dynamique autour de Dassault, qui, comme toujours, se défendait, etc. etc. Bref, là-dessus, par ailleurs, un point de vue extérieur et non français me paraît par ailleurs assez utile pour faire le point de manière peut-être un peu moins directement située, parce qu'il y a beaucoup de manœuvres de part et d'autre pour dire des choses et faire valoir des choses sur les différents équipements. Et j'ajoute simplement que ça me paraît en plus particulièrement intéressant, parce que vraiment on en avait fait une émission tout de suite après avec Joseph Orentin, on avait dit des choses, mais on constatait surtout qu'il allait falloir du temps pour savoir ce qu'il en était, tant les déclarations étaient contradictoires entre Indiens et Pakistanais sur le bilan des opérations, et cette étude que vous faites permet de tirer un bilan certes pas définitif, mais en tout cas nettement plus assuré que ce qu'on avait sur le moment. Alors, mais justement, j'aurais aimé peut-être commencer par là, par la méthodologie en quelque sorte, parce que donc c'est une très belle étude, extrêmement précise sur ce qui s'est passé dans les airs à cette occasion-là, mais la question assez logique, c'est comment est-ce que vous faites pour savoir tout ça, pour étudier tout ça, sans être complètement prisonnier du déclaratif des uns et des autres et de leurs intérêts? Alors, sur le flux des opérations lui-même, on reste dans une difficulté majeure. Donc, on peut reconstituer ou considérer établis certains faits, mais on est face à 2 acteurs qui ont des revendications complètement contradictoires. Ce qui est aussi un petit peu compliqué, c'est que ce ne serait même pas 2 propagandes qui se heurtent et qui démentent sur les mêmes faits, mais on peut avoir, par exemple, la Pakistan Air Force, qui donne des conférences de presse très précises sur l'engagement aérien au cours duquel ils ont abattu le Rafale ainsi que d'autres avions. Mais par contre, les contre-attaques pakistanaises contre le territoire indien qui suivent pendant tout de même 2 jours et demi, c'est silence radio absolu du côté pakistanais. On n'a donc que la version indienne de ce qui s'est passé, enfin de la manière dont ils ont de fait contré ces frappes. Et pour ce qui concerne un petit peu la période du 9 au 10 mai, qui est la période critique qui clôture le conflit, on a des revendications pakistanaises qui disent qu'ils ont pratiquement immobilisé ou neutralisé l'ensemble des unités de la force aérienne indienne qui étaient sises le long de la frontière, qu'un drone a même survolé New Delhi, que des cyberattaques massives ont gravement perturbé l'ensemble des réseaux sociaux indiens, par exemple.
alors que du côté indien, il y a une dénégation de tout ceci. Et par contre, les Indiens sont précis sur les frappes qu'ils ont eux-mêmes menées contre des bases aériennes au Pakistan. Les Pakistanais ne disant rien à cet égard, si ce n'est un peu en minorant d'éventuels dommages subis quand ils étaient trop avides. Ce qui fait que on a un petit peu le problème de recomposer un petit peu ces lignes narratives contradictoires et aussi parcellaires, en fait, avec ce qu'il y a de disponible en termes d'open source intelligence. Alors, fort heureusement, il y a eu pas mal d'imageries satellites qui sont sorties et que des Zinter ont suivi de près en publiant leurs résultats. Quelques illustrations de cela figurent dans le rapport. Donc, on est effectivement fondamentalement avec cette conscience que c'est une étude de ce qu'on peut conclure de la situation à un moment donné, avec les sources qui étaient là, mais c'est en aucun cas une version définitive des événements. Ce serait complètement illusoire. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est que, quand bien même confronté à ces limites, celle-ci permettait déjà de commencer à tirer des enseignements. Alors, sur les lignes d'opération communicationnelles, c'était intéressant. Sur certains modes d'opération, notamment, je pense qu'on va beaucoup y revenir, mais ces notions de frappe à longue distance qui sont évidentes dans le cadre de cette guerre aérienne de 4 jours, mais qu'on a retrouvé tout au long de la guerre en Ukraine, qu'on a aussi beaucoup vu à l'œuvre pendant la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran l'année passée. Donc ça permettait déjà de commencer à explorer ce type de conclusions. Conclusions qui viennent en plus confirmer des analyses, par exemple, je pense à celle d'Adrien Gorman sur le futur les évolutions de la guerre aérienne. Alors c'est extrêmement intéressant parce que c'est une guerre qui met aux prises deux adversaires qui se connaissent bien, pour lesquels chacun et l'autre est, disons, l'hypothèse d'engagement la plus probable. L'Inde, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi la Chine qui lui fait face, mais qui donc ont des forces qui sont dimensionnées, des forces aériennes qui sont dimensionnées, qui sont extrêmement inégales et en même temps ça a pu fluctuer. Alors peut-être, commençons, on va faire, si ce n'est l'ordre de bataille, au moins un peu l'état des forces, l'état des capacités de part et d'autre. Bon, d'un côté, il y a le mastodonte, qui est donc la force indienne, la force aérienne indienne, qui, cela étant, a connu, sortait d'une grande période de renouvellement des flottes, parce qu'ils avaient essentiellement des flottes soviétiques pendant très longtemps qui étaient arrivées vraiment aux limites de l'obsolescence, en tout cas qui vieillissaient beaucoup, et qui sont dans cette problématique de renouveler cette flotte. Alors c'est évidemment le cadre des contrats Rafale dont on a beaucoup parlé, dont on s'est beaucoup satisfait par ici, mais alors, voilà, peut-être replacez-nous ce que vaut, ou ce que valait, en tout cas ce qu'on pensait de la force aérienne indienne, disons, au début de la décennie 2020, quoi. C'est un cas cette notion d'ordre de bataille est d'autant plus intéressante qu'il n'y a pas d'asymétrie si fondamentale que ça entre ces deux adversaires. Donc, pour répondre à votre question sur la force aérienne indienne, elle a vécu structurellement avec un problème qui est que elle est arrivée à une taille, à un potentiel maximum à la fin des années 80, avec, comme vous le disiez, un inventaire d'appareils de type soviétique relativement vite condamné à l'obsolescence. Je pense à toute une série de modèles de MiG-21, par exemple, MiG-23B d'attaque, etc., etc. Et évidemment, le coût d'une génération d'avions de combat augmentant considérablement à une autre, associé aux problèmes que les Indiens ont pu avoir avec leur appareil industriel quant à la production en grande série de nouveaux chasseurs, ont rendu le renouvellement de ces parcs difficile, ce qui fait que l'Indian Air Force a une taille plus réduite qu'elle ne le souhaiterait. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a un grand projet, il y a eu un grand projet d'indigénation, disons, d'indigénisation de la production aéronautique, mais comme d'autres choses, c'est-à-dire ils voulaient les produire eux-mêmes, et vu que ça se fait pas tout seul, c'est forcément compliqué, ça prend du temps, c'est le Tejas, donc le chasseur censément indien, qui a mis énormément de temps avant de sortir, et qui est sorti que, en fait, à partir de 2015, quoi.
C'est ça. Et encore quelques dizaines seulement sont-ils entrés en service à date après une jeunesse qui remonte à plus de 3 décennies. Néanmoins, il y a aussi eu des progrès significatifs avec la mise en service en nombre massif de Sukhoi 30 MKI, donc des Sukhoi 30 de conception russe, mais améliorés avec de l'avionique occidentale et notamment israélienne. Il y a eu beaucoup de travaux de modernisation. Alors la modernisation des Mirage 2000C français au standard I, qui est à peu près équivalent au Mirage 2000-5 MK2, comme on a reçu les Émiratis. Il y a aussi une modernisation des reliquats de la flotte héritée des années 80, notamment des Jaguars. Ainsi que des MiG-29. Donc il y a quand même en termes qualitatifs une montée en puissance qui est assez évidente. Et puis c'est peut-être une particularité indienne. Il y a eu un gros effort parce que ça va devenir le cœur du sujet un petit peu plus tard, vers l'acquisition de munitions air-sol à très longue portée, notamment avec le co-développement avec les Russes du missile supersonique BrahMos. L'achat de Scalp EG en France et de missiles aérobalistiques Rampage chez les Israéliens, qui vont donner un avantage très très marqué à l'Indian Air Force durant le conflit. Donc si on replace, si on resitue, donc c'est une énorme flotte qui est en cours de renouvellement avec une assez grande diversité de fournisseurs, puisqu'il y a les Russes pour certains programmes. Il y a la France, et la France, vous indiquez bien que c'est très important, c'est 36 Rafales qu'avait l'Indian Air Force, parce que on va en reparler, mais c'est extrêmement symbolique, mais c'est aussi, ça leur permet de déployer des missiles particuliers, qui sont les missiles RR Meteor à très longue portée, qui sont le Scalp aussi que vous avez mentionné, donc dont on a un peu parlé au sujet de l'Ukraine, c'est des missiles de frappe à terre, enfin des missiles air-sol, avec un partenariat aussi assez étonnant avec les Israéliens, qui est assez long, qui est assez constitutif, alors pour les drones, mais pas que. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, que vous développez pas mal, c'est que ils ont mis en place, donc la puissance aérienne, ça n'est pas que des avions, c'est aussi de la capacité de la défense solaire, les capacités d'interdiction. Ils ont aussi beaucoup investi, alors après un point bas que vous indiquez que j'ignorais complètement, au milieu des années 90, où il y a une espèce de démonstration de faiblesse des défenses solaires indiennes, ils investissent considérablement dans ce domaine-là, et alors, ce qui est peut-être le plus connu, c'est qu'ils achètent des S-400 à la Russie, dont ils ont déjà reçu certains, donc 3 sur 5, dites-vous. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'ils déploient un système de défense du territoire dont vous indiquez qu'il est particulièrement bon, qu'il est intégré, qu'il est redondant, qu'il est durci, qu'il est décentralisé, etc. etc. Et que donc on se retrouve dans cette confrontation aérienne avec certes beaucoup d'avions, très divers, et puis un système de défense anti-aérienne du territoire indien assez évolué et assez perfectionné par rapport à l'ensemble des capacités indiennes, quoi. Oui, oui, c'est peu de le dire. Et en fait, c'était quasiment de l'ordre de la surprise stratégique durant ce conflit. Parce que bon, les forces aériennes ne sont jamais très disertes sur les caractéristiques de leur infrastructure de commandement et de contrôle, on les comprend. Mais qui plus est, le fait qu'il ait développé, que ce soit des systèmes complètement maison, intégralement développés en Inde, a fait qu'ils sont d'autant plus passés inaperçus. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'il y a une capacité de partage de la vue de l'espace aérien qui peut descendre très très bas dans les échelons tactiques, puisque les systèmes les équivalents de commandement et de contrôle, par exemple de l'armée de terre ou de la marine, peuvent être plugués littéralement sur celui de la force aérienne, et les partages d'informations transitent, ce qui va leur donner un avantage énorme en termes de coordination des feux lorsqu'ils auront à contrer les ripostes pakistanaises. Donc oui, c'est un élément, et je pense qu'on peut extrapoler plus loin, c'est un élément, je pense qu'il faudra s'intéresser de plus en plus à ces éléments un petit peu masqués, moins spectaculaires que des avions, mais qui sont extrêmement déterminants dans les capacités offensives et défensives d'une force aérienne, quelle qu'elle soit. Bon, c'est pour replacer les choses, c'est quand même une flotte qui est extrêmement
significative par sa taille, c'est 650 avions de combat quand même, dites-vous, avec tous les effecteurs qu'il y a derrière, etc. Ça fait quand même une réelle masse, quand bien même c'est très variable et très hétéroclite, puisque vous l'avez dit, bon, il y a aussi des Jaguars, hein, donc les Jaguars, c'est quand même des avions de chasse français qui ont maintenant un bon demi-siècle, hein, donc c'est pas, voilà, c'est pas la fine pointe de la technologie contemporaine, mais ça fait de la masse et ça n'est pas tout à fait anodin dans ce genre de confrontation. Alors maintenant, c'est peut-être le moment d'en venir à leurs adversaires, c'est-à-dire à la force aérienne pakistanaise, où c'est très intéressant les Pakistanais parce que c'est vraiment aussi il y a une diversification d'approvisionnement, mais avec des dynamiques qui sont intéressantes puisque c'est évidemment le grand partenaire historique américain. Ils ont énormément de F-16, mais ce que vous indiquez, c'est qu'il y a une faiblesse un peu consubstantielle à cette force, c'est que la relation américano-pakistanaise, elle n'a quand même pas toujours été extrêmement idyllique, et que donc il y a une sorte d'incertitude d'approvisionnement. Parfois, ils reçoivent des gros lots de F-16, puis ensuite plus rien pendant très longtemps. Et donc, il y a une sorte d'incertitude capacitaire consubstantielle à la force aérienne pakistanaise, qui fait que c'est pas non plus du tout F-16, et ils ont été obligés de se tourner notamment vers la Chine aussi. Oui, à tel point que la Chine constitue le principal fournisseur d'avions pakistanais. Disons, si on postule et on prend en compte le cas particulier du JF-17, qui est donc un avion co-designé par les Pakistanais et les Chinois, et produit au Pakistan, mais qui est évidemment tributaire d'un apport de technologie chinoise très importante. Et puis, je pense qu'il y a un deuxième facteur sur le temps long qui a joué, c'est que technologiquement parlant, les Chinois étaient capables de fournir des appareils assez rustiques et un tant soit peu modernisés, à l'instar du F-7, qui est la version chinoise du MiG-21. Mais au fur et à mesure que l'industrie chinoise, aéronautique chinoise, a fait des bonds de géants, eh bien, la Chine se retrouve de plus en plus en mesure de proposer au Pakistan ou à d'autres nations des produits, des systèmes qui arrivent à une équivalence technologique avec ce que les Occidentaux peuvent proposer de plus récent. Donc il y a aussi ce facteur qui joue et qui fait monter en puissance l'importance de la Chine. Et pour le Pakistan, pour vraiment conclure, en fait, ce qui est assez drôle, c'est on a une certaine image en miroir de la force aérienne indienne, mais 2 fois plus petite. C'est-à-dire que la taille de la force, le nombre d'avions de combat en service dans la force aérienne pakistanaise est de moitié, enfin un peu plus de 300 appareils, la moitié de l'Inde. Et on retrouve ce mix avec en fer de lance une vingtaine de J-10C, donc qui sont les derniers chasseurs chinois livrés au Pakistan pourvus d'un radar très performant et capable de tirer des missiles à longue portée. Puis ensuite, on a un mix avec une flotte plus intermédiaire, avec des F-16, des JF-17. Et puis, on retrouve aussi des appareils assez obsolescents comme les Mirage 3 et 5, dont les premiers sont entrés dans les années 70, puis un reliquat de quelques dizaines de chasseurs F-7. C'est très intéressant par ailleurs parce que vous indiquez bien que, alors il n'y a pas que le Pakistan, mais que les Pakistanais ont aidé les Chinois à progresser parce que les Chinois sont quand même arrivés d'assez loin sur cette industrie aéronautique, avaient des déficiences, ils en ont encore, les moteurs, etc. Enfin bon, c'est des choses dont on a déjà parlé dans le podcast, mais ils avaient besoin de retour d'expérience, ils avaient besoin de pilotes confirmés avec de l'expérience opérationnelle, enfin ils avaient besoin de savoir de savoir des choses et d'apprendre, et le fait que les Pakistanais ayant des F-16, ça a permis disons une certaine circulation de savoir-faire probablement, et ça leur a permis aussi d'avoir un retour d'expérience. Donc ça indique que le Pakistan n'est pas un client comme un autre, tout à fait pour la Chine du point de vue de l'industrie aéronautique. Ça explique peut-être aussi le niveau, disons, d'investissement qu'ils ont mis au moment de ce conflit avec l'Inde à faire valoir certaines choses. C'était tout à fait intéressant. On va évidemment y revenir. Alors, si on se rapproche de cette guerre, il faut quand même dire que il y a un précédent qui est très structurant, en tout cas à vous lire, c'est le précédent de 2019, c'est l'opération Bandar, qu'on se souvient, enfin qu'on
qu'on désigne souvent sous le terme de Balakot, parce que Balakot, c'est du nom du camp qui était visé par l'Indian Air Force. Bon, de toute façon, c'est à peu près toujours la même chose, hein, c'est toujours les mêmes histoires. Il y a toujours un attentat des forces pakistanaises, enfin un attentat de groupes terroristes pakistanais en territoire indien, en territoire de Cachemire, voire plus dans le territoire indien. Et les Indiens répondent, alors soit avec des raids aériens, qui dosent de manière différente pour ne pas éviter l'escalade, mais ils essayent de taper soit, alors, en général à minima, c'est les camps d'entraînement du côté du Cachemire contrôlé par le Pakistan. Mais alors, dites-nous peut-être, cette opération Bandar, donc février 2019, qu'est-ce qu'on voit, comment ça se passe, et dans quelle mesure est-ce que ça fournit déjà un peu le contexte pour ce qui va être cet affrontement de 2025 ? Non, c'est une forme de prototype de ce que les Indiens comptaient faire à plus grande échelle l'année passée. Effectivement, on retrouve cette séquence où donc un kamikaze se fait sauter à proximité d'un convoi de la police indienne, tuant une quarantaine de policiers. Les Indiens sont dans une logique d'escalade, c'est-à-dire qu'ils se décident à mener une frappe aérienne en territoire pakistanais, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Même en 1999, ils étaient abstenus de bombarder les positions pakistanaises de l'autre côté de la ligne de contrôle, alors qu'ils combattaient l'armée pakistanaise en territoire indien. Donc il y a toujours eu ces problématiques de gestion de l'escalade qui pèsent sur les options qui peuvent se présenter aux dirigeants politiques indiens. Et là, ils décident d'y aller et bombardent ce camp terroriste à Balakot. Petit aparté, en fait, toute cette partie de la frontière ou de la ligne de contrôle qui sépare l'Inde et le Pakistan sont montagneuses, ce qui est aussi intéressant en termes de dynamique des opérations. Donc les Indiens arrivent à frapper sans trop de problèmes en débouchant à basse altitude, en grimpant, puis en tirant leurs munitions guidées contre le camp. Premier inconvénient du point de vue indien, c'est qu'il n'y a pas d'image de cela. Donc les Pakistanais vont complètement démentir qu'il y avait des militants, des moudjahidines en premier lieu sur place, ensuite parler de frappe contre les civils, ensuite dire que toutes les bombes avaient raté. Enfin, il y a déjà eu ce problème un petit peu de ligne d'opération communicationnelle qui s'est posée pour les Indiens. Et puis surtout, on peut préciser par ailleurs que c'est des Mirage 2000, que vous indiquez que c'est des Mirage 2000 qui étaient le fer de lance, en quelque sorte, de l'opération indienne, parce que déjà, donc, c'était avant qu'ils reçoivent les Rafales, les Mirage 2000 étaient les avions les plus polyvalents, les meilleurs. Mirage 2000, on sait que c'est des très beaux appareils, notamment d'attaque au sol. Enfin bon, c'est des très beaux appareils d'une manière générale, mais voilà, c'est un raid vraiment de Mirage 2000. Alors, il y en a plein d'autres qui sont là pour faire diversion, mais c'est des Mirage 2000 qui réussissent à pénétrer le territoire pakistanais, qui réussissent à larguer des bombes, des missiles. Ensuite, qu'est-ce que ça fait ? C'est objet de débat, mais il y a une certaine capacité de pénétration du territoire pakistanais. Oui, absolument. Surtout en mettant à profit le relief montagneux pour se masquer à basse altitude avant d'entamer une ressource. Et puis pour l'anecdote, les Mirage 2000 avaient été adaptés pour tirer des bombes guidées d'origine israélienne. Donc comme quoi, il s'agit vraiment d'un appareil adaptable. Mais suite à cela, la réaction pakistanaise est de lancer des frappes de représailles avec sa propre aviation. Donc d'envoyer plusieurs formations de 4 à 6 appareils pour bombarder des positions indiennes en territoire indien. Ils ne vont pas y arriver dans la mesure où les patrouilles de combat indiennes, donc les chasseurs qui orbitent à peu près en permanence sur les arrières de la frontière, surtout en période de tension, se sont montrés suffisamment menaçants pour contraindre la plupart des formations pakistanaises à faire demi-tour, étant entendu qu'il y a eu plusieurs tirs de missiles, notamment AMRAAM par des F-16 pakistanais, que les chasseurs indiens sont arrivés à éviter. Par contre, dans la dynamique de cet affrontement à assez grande échelle, somme toute, un pilote de MiG-21 Bison indien, donc un MiG-21 modernisé, avec un meilleur radar et capable de tirer des missiles plus récents que la version originelle, entrée en service à la fin des années 70, a justement profité du relief montagneux pour se glisser
en territoire pakistanais, tirer un missile infrarouge à courte portée contre F-16, qui est revendiqué, détruit par les Indiens, mais on n'a pas de confirmation définitive de ça. Mais en revanche, ce faisant, ce pilote indien se fait abattre à son tour, pour le coup par un F-16 pakistanais, dont la victoire a été confirmée, l'avion s'étant écrasé, le pilote s'étant parachuté, ayant été capturé par les Pakistanais, puis ensuite rendu à l'Inde plus tard. Et dernier petit aspect de cet échange, les défenses antiaériennes indiennes ne se sont pas sorties grandies, puisqu'elles ont abattu par erreur un hélicoptère Mi-17 indien. Et on peut dire, c'est donc pas... un peu, comme souvent à la guerre, mais là, tout le monde a un peu perdu, c'est-à-dire il n'y a pas de grande victoire manifeste de part ou d'autre, au sens où donc, les Indiens ont réussi des trucs, mais à leur frappe, on ne sait pas si ça a marché, ils se sont fait abattre un avion, les Pakistanais n'ont pas vraiment réussi à pénétrer en territoire indien, et puis par ailleurs, ce que vous indiquez, c'est que ça a aussi joué dans le calcul indien, parce qu'ils ne sont pas très très satisfaits de leurs équipements, et notamment pas de leurs missiles de provenance russe. Donc voilà, c'est bon, une sorte d'insatisfaction des matériels et des performances de part et d'autre. Là, donc, on arrive la période entre les conflits, mais 2025, je l'ai dit, bon, c'est toujours la même chose. Hein. Y a une attaque l'attaque de touristes, l'attentat contre des touristes, le 25 avril par un commando pakistanais. Ce qui est intéressant au demeurant, c'est que là, contrairement à beaucoup de ces opérations, vous indiquez bien que souvent c'est instantané, c'est en quelques heures, voire moins. Enfin, c'est vraiment, ils sont capables de déclencher des opérations aériennes très rapides. Là, ça prend du temps. Ça prend une petite dizaine de jours, quand même, où les Indiens réfléchissent à ce qu'ils font, ils planifient, etc. Et arrive donc un plan qui n'est d'ailleurs pas que aérien, même si c'est essentiellement l'opération aérienne qu'on a retenue. Donc voilà, peut-être expliquez-nous qu'est-ce que ça a fait, quel était le plan et qu'est-ce que ça a fait aussi ce délai entre l'attentat et la réaction indienne. Donc l'attentat ayant eu lieu le 22 avril, et c'est vrai qu'il y a eu une montée des tensions, donc les Indiens n'ont pas réagi immédiatement. En l'état, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que dans les différentes conférences d'officiers supérieurs indiens que j'ai consultées, il n'y a pas d'explication quant à la longueur du délai. Disons, la manière dont on présente les choses, c'est qu'ils ont été plutôt rapides, en fait. C'est-à-dire que le plan d'opération était complètement arrêté au 5 mai, quelques jours après que les directives politiques soient tombées. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils confirment, ces officiers indiens indiquent tous qu'ils avaient une totale latitude de la part de l'échelon politique, ce qui est assez peu commun à notre époque, et notamment la capacité d'escalader en fonction des circonstances. Du côté pakistanais, évidemment, la montée des tensions induit qu'il y a des préparatifs qui sont menés également, notamment avec des exercices de défense aérienne. Les Indiens semblent avoir aussi planifié toute une série de scénarios hypothétiques. Donc, c'est pas simplement qu'ils sont partis sur une frappe comme Balakot, mais ils ont planifié toute une série de séquences qui pouvaient éventuellement découler de celle-ci ou pas. Ce qui semble en soi pouvoir un petit peu justifier la durée des préparatifs. Mais par contre, sur le plan indien originel, on est sur une duplication à plus grande échelle de Balakot en 2019. C'est-à-dire que il y a 9 camps liés au Jaish, aux deux grands mouvements terroristes soutenus par le Pakistan et basés au Pakistan, qui sont Jaish-e-Mohammed et donc JAM, en abrégé Lashkar et Taiba LET. La répartition des cibles se fait de la manière suivante, c'est-à-dire que les camps d'entraînement ou les casernements de ces mouvements qui sont relativement proches de la frontière sont laissés à l'armée, qui va les attaquer à coups d'artillerie avec ses propres munitions rôdeuses. Et on a 2 camps qui sont les états-majors de ces 2 mouvements, qui sont situés quand même passablement dans la profondeur pakistanaise, puisque l'un est à 30 km de la frontière et l'autre à quasi 90. Ces 2-là incombent à la force aérienne indienne.
étant entendu que l'objectif principal de l'opération est de faire très mal à ces deux mouvements, et donc de les dissuader de reprendre les opérations. Et donc, du point de vue indien, si les frappes sont menées avec succès et qu'elles infligent les pertes voulues, l'opération Sindoor peut s'arrêter là. Bon, on verra que ce ne sera pas du tout le cas, mais c'est la planification initiale. Avec, enfin bon, on va revenir dessus, mais il y a manifestement une tolérance à l'escalade côté indien qui est un peu, qui est de plus en plus élevée et qui est un peu inédite, et ça modifie assez durablement. Parce que, bon, on va en reparler, mais progressivement, ils ont de moins en moins de problèmes à frapper la profondeur du territoire pakistanais, ce qui est assez inhabituel. Alors si on arrive à cette opération, donc cette guerre de 88 heures, comme vous la désignez, qui est pas du tout... Alors après, c'est aussi le propos de la guerre aérienne, c'est des raids, c'est-à-dire c'est des opérations qui se répondent l'une l'autre, mais commençons évidemment par la première, enfin par le premier raid, qui est celui dont on se souvient peut-être le plus, parce que c'est le raid où ce Rafale notamment a été perdu, donc c'est quand même un gros raid, 60 avions, dont 14 Rafales côté indien, détectés par les Pakistanais. Et je vais vous laisser à la fois le résumé et en tirer le bilan, mais c'est plutôt raté dans une certaine mesure pour les Indiens. En tout cas, il y a un niveau de perte qui est réel. Alors il y a ce que revendiquent les Pakistanais, et puis il y a quand même des pertes manifestes, qui est telle que, bon, c'est quand même pas la meilleure opération de l'histoire de l'Indian Air Force. Non, clairement, donc, comme on est dans ce scénario de frappe seulement contre les camps terroristes, les Indiens ne ciblent que cela et n'y vont pas à fond, c'est-à-dire que ne font pas les choses, par exemple, typiquement que les Américains ont fait avec les Vénézuéliens, c'est-à-dire de neutraliser au passage les défenses antiaériennes et les radars ennemis pour prendre le moins de risques possible. Alors, cela étant, les deux frappes aériennes indiennes contre les deux camps se passent bien. Ils ne sont pas interceptés par les Pakistanais, mais une étude OSINT qui était fait par des collègues en parallèle tend à montrer qu'en fait, les Pakistanais n'ont pas intercepté les formations d'attaque indiennes, qui ont eu le temps de frapper les deux camps et de se replier, mais ont attaqué par après les patrouilles de combat aériennes, indiennes qui orbitaient sur l'arrière de la frontière. Donc il y a un temps de décalage en fait dans la réaction. On n'est pas dans l'instantané. C'est-à-dire, pour replacer les choses, en quelque sorte, c'est donc il y a le raid en territoire pakistanais, pour frapper là, et pendant ce temps-là, il y a des patrouilles d'avions qui font des ronds, enfin pas forcément des ronds, mais qui restent en territoire indien, se pensant plus ou moins protégés, d'autant qu'il y a, si ce n'est une doctrine, mais en tout cas une pratique côté pakistanais qui est de ne pas frapper dans le territoire indien, pas frapper des aéronefs dans le territoire indien, et c'est ceux-là qui se méfient pas plus que ça, qui se font taper, pas tellement la force de pénétration, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que là, on est clairement de nouveau faute d'avoir eu, parce que les Indiens gardent, ou en tout cas la force aérienne indienne ne dit rien sur cet épisode-là en particulier. On a les éléments que donnent les Pakistanais, ce qu'a pu révéler l'open source intelligence et les déductions. Alors il y a une série de déductions qui peuvent expliquer cette déconvenue indienne, où en l'état, on est sûr qu'ils ont perdu au moins trois avions pilotés, dont le fameux Rafale. Alors, une des hypothèses, c'est qu'il y a des décennies de pratiques antérieures où il y avait une forme de gentleman's agreement, comme quoi on ne se tirait pas dessus de part et d'autre de la frontière tant que chacun restait sagement dans son espace aérien. Et puis après, on peut avoir des aspects plus techniques. C'est-à-dire que dans les semaines qui ont précédé cet épisode, une société chinoise a prétendument laissé fuiter des documents expliquant que les missiles à longue portée PL-15 livrés au Pakistan étaient une version export à la portée bien inférieure à la longe officiellement annoncée pour le missile qui est d'un peu plus de 200 km. Alors, après coup, ça a pu être constitutif d'une opération d'intoxication à dessein, on ne sait pas, mais c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème
d'évaluation de la menace de la part du renseignement indien sur les capacités RR pakistanaises. On a ensuite encore un autre élément qui est une hypothèse assez plausible, c'est-à-dire que les Pakistanais aient utilisé ce qu'on appelle du ciblage coopératif, qui est quelque chose d'assez répandu chez les Américains dans certaines aviations de l'OTAN, mais qui consiste à avoir un chasseur qui peut évoluer avec son radar éteint, tirer un missile à guidage actif, et les trajectoires de mi-course du missile, enfin les instructions de trajectoire de mi-course du missile peuvent être données par un autre appareil, par exemple un AWACS orbitant derrière. Et il est tout à fait possible que c'est aussi constitué une surprise pour les Indiens, parce que dans cette hypothèse-là, j'ai pas le terme en français, les RWR, Radar Warning Receiver, des appareils indiens, donc ont des bibliothèques de menaces, donc voyaient qu'il y avait un appareil de guerre radar aérien pakistanais très en arrière de la frontière qui faisait de la surveillance de l'espace aérien. Mais dans cette hypothèse-là, il n'aurait pas détecté l'émission des radars de chasseurs pakistanais. Et donc, n'aurait vu arriver la menace qu'au dernier moment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les missiles, les PL-15, auraient enclenché eux-mêmes leur propre petit radar de conduite embarqué dans le missile. Mais ça, c'est le temps se compte en secondes, donc le moment où la détection se fait ou le moment où l'impact arrive. Cela dit, il ne faut pas non plus, parce que c'est un petit peu le problème qu'on a eu avec les raccourcis médiatiques à la suite de cette affaire sur le moment, mais ça ne dit pas grand-chose en soi. C'est-à-dire que le PL-15 n'est pas une arme fatale imparable, le Rafale n'est pas mauvais parce qu'un s'est fait abattre. C'est simplement des circonstances tactiques qui ont pu expliquer cette situation. Et il faut aussi préciser que comme des carcasses de PL-15 non explosés ont été retrouvés en territoire indien, ça veut aussi dire que la plupart des missiles tirés par les Pakistanais, qu'une partie des missiles tirés par les Pakistanais n'ont pas mis au but. Ouais, tout à fait. Mais alors, on peut peut-être tout de suite revenir là-dessus, c'est-à-dire sur la dimension informationnelle de ça. Enfin, on a parlé du reste des opérations. Enfin, bon, c'est vraiment sur cet épisode-là que ça s'est concentré, me semble-t-il, sur voilà, vraiment sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ça a été en quelques heures une vraie vague de dénigrement du Rafale, à la fois à la gloire du PL-15, donc de ce missile chinois, aussi éventuellement du F-35 par comparaison avec le Rafale, en disant que le F-35 étant furtif, jamais il se serait fait taper comme ça, comme l'est le Rafale. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire, disons, de cette intégration très forte, mine de rien, de la dimension informationnelle dans la conduite des opérations. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement la partie que beaucoup de monde fait de on raconte l'histoire de manière à se mettre en avant une fois que c'est terminé. Là, c'était absolument instantané, alors qu'on va le voir, mais il y a eu, ça a duré encore 4 jours, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait, disons, de cette dimension vraiment communicationnelle de cette guerre aérienne, quoi? Elle montre l'importance. Enfin, j'aurais un discours à deux niveaux. Sur le deuxième niveau, alors elle montre clairement l'importance d'une pensée en multidomaine, de voir qu'on a une ligne d'opération communicationnelle. Les Pakistanais ont clairement fait un coup de maître avec leur première conférence de presse, parce que là où les Indiens avaient des conférences de presse qui étaient un petit peu dans le principe, dénonçant le terrorisme, disant qu'ils avaient fait des frappes, les Pakistanais arrivent avec des cartes radar, donnent énormément d'informations tactiques, des interceptions d'enregistrements radio indiens, donc c'était extrêmement bien joué de leur part. La preuve en est qu'effectivement, c'est l'affaire du Rafale abattu qui a fait les titres. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un aspect intéressant à ça, c'est que c'est pas parce qu'on communique bien qu'on construit une réalité alternative dans laquelle les coups qu'on a vraiment physiquement reçus ne font plus mal. Donc, dans le cas de figure de cette séquence Inde-Pakistan,
où les Indiens ont aussi délibérément fait le choix de ne pas pousser les choses trop loin non plus en clôture du conflit, parce qu'il fallait bien le finir à un moment, et pour eux, c'était le moment de le faire, le message était passé, et il n'y avait pas besoin de l'expliciter 4 fois en humiliant plus que de raison les Pakistanais. Mais sur des conflits de longue durée, on peut penser à l'Ukraine. On peut aussi se poser la question de savoir si on suppose qu'un belligérant a une forme d'excellence dans ses opérations narratives, tellement excellente que ça finit par masquer une réalité beaucoup plus critique et douloureuse. Cette réalité va finir par tellement s'imposer qu'elle va détruire tous les efforts qui ont été faits dans le cadre de la ligne narrative. C'est vraiment la réflexion la tension que je vois là. Les opérations de propagande ne sont pas magiques, ne façonnent pas des réalités non plus. Donc je pense qu'il y a une forme d'équilibre entre les deux. Dans le cas Inde-Pakistan, comme il s'agit d'un conflit par essence limité, oui, clairement, on voyait toute l'utilité pour les Pakistanais. La preuve, encore maintenant, si je pense que la plupart des téléspectateurs ou des consommateurs de médias moyen se ferait poser la question, le seul épisode qui resterait, ça serait un Rafale a été descendu. Ouais, bon, oui, attention à l'autosatisfaction. Mais alors c'est intéressant parce que ensuite ça s'est déployé. Et les épisodes suivants ne vont pas exactement dans ce sens-là, puisque il y a une riposte, alors instantanée, le jour même, d'ailleurs intéressante parce qu'avec beaucoup de drones, et qui vise sans doute à dévoiler les défenses antiaériennes indiennes. Et là, on voit tout de suite l'efficacité que vous décriviez déjà tout à l'heure de la défense antiaérienne indienne et la manière dont ce système en fait fonctionne assez bien pour faire face. Donc certes, ils ont perdu des plumes sur l'attaque initiale. En même temps, sur la riposte, en fait, disons, le système indien fonctionne plutôt bien. C'est ça. En fait, c'est aussi un tournant dans le conflit parce que c'est le moment où les Indiens franchissent un cran d'escalade à leur tour et se comportent de manière beaucoup plus classique pour ce qui est de la conduite d'opérations aériennes. Alors, sur deux volets, on a le volet défensif qui, pour moi en tout cas, aurait été une véritable surprise parce que les Pakistanais ont déployé des centaines de drones chaque nuit de toute taille, donc du petit drone de commerce qui servait à faire diversion pour attirer les feux et forcer les Indiens à dévoiler leur batterie, à des choses beaucoup plus sophistiquées comme les TB2, voire Akinci turcs, plus les Winglong chinois. Donc on a un petit peu tout le spectre possible de drones, de munitions rôdeuses. Dans cette idée, dans un premier temps, d'identifier les nœuds vitaux des défenses antiaériennes indiennes, c'est-à-dire les batteries de missiles antiaériens à moyenne et longue portée. Ce qui a totalement échoué parce que alors d'une part, les Indiens avaient pris la peine, enfin, avaient conclu que les drones constituaient la menace principale, quand bien même les Pakistanais ont aussi tiré des roquettes d'artillerie à longue portée et avaient aussi des chasseurs qui rôdaient à l'extérieur des bulles de défense antiaérienne indiennes, en espérant trouver des ouvertures pour les pénétrer et ensuite larguer des munitions d'aviation plus classiques. Donc on a un spectre assez large de menaces finalement que les Indiens ont réussi à contrer. Alors d'une part, en mettant assez en avant leur artillerie antiaérienne de petit calibre, et en laissant le reste le plus discret que possible, plus en arrière, ce qui a permis d'intercepter ou de brouiller les gros des drones. Pour ce qui concerne et la deuxième chose, c'est que tout ça a été conditionné justement par l'efficacité de ce système de coordination qui était sous-jacent à ça, qui permettait d'intégrer plusieurs types de signalements de cibles différents, que ce soit optique, que ce soit des téléphones de citoyens, que ce soit évidemment par radar de veille à longue portée, et de répandre au sein de l'ensemble des unités concernées une très bonne image situationnelle. Ce qui permettait par exemple, si un projectile vraiment menaçant arrivait, par exemple on peut penser à une roquette d'artillerie, d'utiliser un système de missiles antiaériens en le démasquant, c'est-à-dire en lui faisant allumer son radar de conduite de tir
de la manière la plus courte possible, c'est-à-dire quand le projectile arrivait au cœur de sa zone d'engagement, ensuite d'éteindre, de bouger la batterie et de recommencer. Et puis on a le deuxième volet qui est aussi intéressant. Oui. Non, non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une deuxième vague qui répond dans la nuit du 8 au 9 mai, qui répond à peu près aux mêmes dynamiques, une grosse vague de drones, etc., qui vise notamment les défenses antiaériennes, qui est aussi largement interceptée, et une troisième vague, donc le 9 mai, mais alors qui est celle-là peut-être encore plus intéressante et encore plus décisive, parce que euh, bon, extrêmement contradictoire ce qui se passe le 9 mai. Et euh, alors attendez, j'ai peut-être oublié une étape qui est le 8 mai, qui est le fait que il y a aussi une campagne indienne contre les défenses aériennes pakistanaises, avec un certain nombre de drones kamikazes israéliens notamment. Et là, donc le 8 mai, les Indiens auraient réussi à abattre un avion, une capacité très structurante, un enabler. Alors est-ce que c'est un avion de guerre aérien type AWACS? Est-ce que c'est un avion de guerre électronique? En tout cas, visiblement, ils réussissent à rapprocher une batterie de S-400, donc de ces systèmes russes, de la frontière, et ils réussissent à la battre. Et c'est intéressant parce que, à certains égards, on peut faire l'hypothèse que c'est ce pion là. On sait que les systèmes anti-aériens, les systèmes de défense aérienne, c'est extrêmement intégré. Il y a des chasseurs, il y a des batteries, etc. Puis il y a aussi des enablers stratégiques, il y a des avions qui permettent tout le reste. Et ça, c'est peut-être ce qui aurait été abattu dès le 8 mai, qui fait, mine de rien, apparemment un gros trou dans le système pakistanais qui va expliquer ce qui se passera ensuite. C'est ça, il y a la combinaison de ces deux éléments qui jouent un rôle central, c'est-à-dire qu'on a ces attaques par munitions rôdeuses harpies et Harop d'origine israélienne contre les radars de veille à longue portée pakistanais le long de la frontière et contre des systèmes de défense anti-aérien à longue portée, sans entrer dans les détails, surtout les équivalents chinois du S-400 ou du S-300. Qui a un relatif succès parce que les Indiens ont documenté la destruction d'au moins deux radars de veille frontaliers. Et il y a cet élément alors qui est non confirmé, mais effectivement, les Indiens tirent, enfin ça on en est certain, ils le disent, tirent avec leur S-400 à 300 km de portée contre soit un avion de guerre radar pakistanais, soit un avion de guerre électronique pakistanais aussi. Et par contre, la revendication indienne n'est pas confirmée parce qu'on n'a pas d'image de carcasse, on a rien. Mais finalement, peu importe, parce que à partir du moment où les Indiens démontrent une capacité à engager quelque chose à 250-300 km de la frontière, même si l'appareil ciblé y a échappé d'une manière ou d'une autre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne va pas replacer des appareils à la même distance, on ne va pas les exposer dans une zone de danger qui est maintenant identifiée. Et donc forcément, ça péjore la couverture radar pakistanaise sur les zones frontières. Donc l'objectif est atteint dans tous les cas, que l'avion ait été abattu ou pas finalement. Et alors, ensuite, donc c'est un autre acte, une autre attaque pakistanaise à laquelle j'avais déjà fait, que j'ai déjà commencé à décrire, le 9 mai, qui attaquerait les S-400, les bases aériennes indiennes, où là, bon, c'est encore contradictoire, les Pakistanais prétendent avoir réussi à se rapprocher beaucoup d'un S-400 et avoir réussi à l'endommager, qui, si c'est vrai, enfin, il semble assez vrai qu'il a été endommagé, ensuite à quel point, c'est une question, mais c'est quand même un gros coup, notamment pour ses capacités que sont le S-400, parce que c'est quand même ce que la Russie fait de mieux en termes de défense anti-aérienne. Et de l'autre côté, les Indiens affirment avoir abattu 5 appareils pakistanais, où là vous indiquez qu'il y a aussi toute une problématique qui est très intéressante, qui est que comment on dit qu'on a battu un appareil spécialement, enfin je veux dire c'est pas du dogfight, hein, c'est pas, on voit pas un avion descendre en flammes, on est à des portées de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de kilomètres, donc comment est-ce qu'on sait qu'on a abattu quelque chose? Et ben c'est quand on le voit disparaître d'un radar, mais bon, le fait est qu'il y a plein de choses il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer qu'un truc disparaisse d'un radar, enfin le relief, bon, plein de choses. Donc, enfin, même en termes de matériaux, de sources primaires, il y a une
problématique c'est pas parce que les Indiens ou l'inverse voient un truc disparaître de leur radar qu'ils ont abattu quelque chose. Il y a d'autres hypothèses possibles. Dans tous les cas, une vague le 9 mai qui fait aussi assez mal à l'aviation pakistanaise parce qu'ils perdent, en tout cas les Indiens affirment qu'ils perdent 5 chasseurs, ce qui est beaucoup. C'est ça. Donc, on est dans certaines ambiguïtés parce que ce que disent nominalement les Indiens, c'est que sur la période, sur l'ensemble de la séquence, donc ça veut dire du 8 au 9, ils ont abattu 5 avions de combat, jets de combat pakistanais avec des S-400. Donc ils disent même pas s'ils ont d'autres revendications éventuellement qui sortiront un jour avec d'autres systèmes d'armes. Donc on est à ce point dans l'ambiguïté. Cela étant, ça démontre tout de même que les Pakistanais étaient en peine de pénétrer dans la bulle, les bulles de défense antiaérienne indienne, dont la paroi la plus extérieure, on peut comparer ça à un oignon, mais la couche extérieure de l'oignon, c'était les S-400, puis ensuite on a des systèmes à moyenne portée, puis ensuite à courte portée, etc. Donc là aussi, il y a un côté vide totémique sur certains systèmes d'armes, mais le S-400 n'est... Enfin, on a assez vu en Ukraine qu'un S-400, aussi bon soit-il dans la longue portée, mais laissé trop exposé et pas assez couvert par d'autres systèmes antiaériens, on a vu à quel point il pouvait mal finir, notamment en Crimée face à de bêtes drones. Donc il y a toujours cette notion un peu systémique et de tout le système de coordination surtout qui permet d'intégrer tout ceci de manière efficace. Mais effectivement, on a un dernier grand effort majeur pakistanais dans le 9 mai, ou du moins que les Indiens interprètent comme ça. Et donc les Indiens décident à leur tour d'escalader, à cette fois de frapper. Frappe qui va se passer en 2 temps. Donc on a encore une escalade qui suit la première, qui intervient aux premières heures du 10 mai. Donc les Indiens tirent des munitions tirent avec leurs avions des munitions à longue portée. Donc les 3 dont on parlait avant, des missiles aérobalistiques Rampage, des Scalp G et des BrahMos contre une série de bases pakistanaises, en visant des centres de commandement et plutôt des unités de drones. Donc ils détruisent plusieurs hangars abritant des drones. Et ensuite, à la suite de ça, ils disent avoir détecté des préparatifs de contre-frappe pakistanais. Et là, ils relancent une salve qui cette fois vise les avions pilotes, alors de nouveau des centres de commandement, mais aussi les pistes d'atterrissage de certaines bases pour créer des cratères et empêcher les avions de décoller et d'atterrir, plus certains hangars, dont un abritait. Alors les Indiens, là aussi, supposent qu'ils ont détruit plusieurs F-16 dans ce hangar, mais par photo, on n'en voit qu'un, donc on sait qu'il y en a un détruit, le reste, on ne sait pas. Et un autre hangar qui abritait au moins des précieux avions de guerre aériens multiplicateurs de force pakistanais, à savoir ARE, qui étaient vraisemblablement très fortement endommagés à la suite de l'impact. Maintenant, les Pakistanais ont dit par la suite qu'il était très légèrement endommagé et a été remis en service. Et puis, chose centrale dans les... Oui. Non, mais c'est intéressant. Donc, il y a les dommages qui sont vérifiables, qui ne sont pas vérifiables. Donc, on voit bien. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Vous dites que j'en avais pas conscience à ce point-là, mais que c'est aussi vieux que la guerre aérienne, ce qu'on appelle l'overclaim. C'est-à-dire, on dit qu'on a abattu toutes sortes de choses. Ça a existé depuis toujours, depuis qu'il y a des avions, parce que ce truc-là n'est pas si facilement vérifiable que ça. On a toujours revendiqué beaucoup de choses. Et c'est souvent, la réalité est souvent un peu en deçà. Il reste que quelque chose qui est peut-être plus structurant, c'est que vous indiquez que sur cette attaque du 10 mai, sur cette offensive indienne, soit à cause de cet avion de guerre aérien ou de guerre électronique qui a été détruit la veille, soit à cause de la dégradation plus générale du système pakistanais, vous dites qu'il y a un moment où les Indiens ont sans doute eu la supériorité aérienne au-dessus du Pakistan. Et ça, c'est c'est bien d'abattre un Rafale à un moment, parce que ça fait des images et ça a une signification effectivement totémique.
l'idée que l'ennemi héréditaire ait eu la supériorité aérienne au-dessus de votre territoire, c'est quand même très embêtant structurellement pour les capacités d'une force comme ce que veut être le Pakistan. Bah, oui, j'ai envie de réagir en 2 points. Alors, le premier, c'est pour le plaisir de citer ce fameux fighter make headlines and bombers make history. Donc, Donc les chasseurs font les gros titres, les bombardiers écrivent l'histoire. c'est ça. Et puis, pour la deuxième chose, après, je trouve que ça remodèle un petit peu la problématique. C'est drôle parce qu'on retrouve aussi cette problématique avec la séquence Iran-Israël l'année passée. C'est euh, comment est-ce qu'on définit la supériorité aérienne? C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, les Indiens étaient arrivés en situation de pratiquement pilonner les bases aériennes, enfin ce qu'ils souhaitaient pilonner au Pakistan, tant qu'ils avaient des stocks de BrahMos et autres Scalp, sans qu'à l'évidence les Pakistanais puissent faire mieux qu'on intercepter une fraction, mais sans pour autant qu'on voie des avions indiens en capacité de survoler tranquillement Islamabad à 8000 mètres d'altitude. C'est-à-dire que les défenses antiaériennes et la chasse pakistanaise restaient vraisemblablement suffisamment dangereuses. Donc je pense qu'on peut placer ça dans la notion de supériorité aérienne, mais on serait encore loin d'une suprématie. Mais en attendant, la démonstration a été faite. Et si, par hypothèse, les Indiens s'étaient acharnés, ils auraient pu continuer à pilonner les bases aériennes pakistanaises à volonté. Et il y a un dernier point aussi en termes de signalement politique, qui paraît incroyablement fort, c'est que alors, et la source, c'est que de l'imagerie satellitaire. C'est-à-dire que les Indiens se gardent bien de dire qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Donc les Pakistanais n'en parlent pas. Les Indiens n'en parlent pas non plus, mais on a ces images satellitaires où on voit des impacts évidents de missiles sur des sites souterrains, donc à proximité des entrées ou des conduites d'aération de sites souterrains, qui sont largement considérés comme abritant une partie du stock d'armes nucléaires pakistanais. Et là, l'effet démonstratif est quand même important. Parce que c'est l'autre dimension dont on n'a pas parlé, mais c'est pas le cœur du propos, c'est pas le cœur de votre étude, il y a toute la dimension nucléaire, évidemment. Alors, on peut en dire quand même un mot de... Là, il y a quand même des barrières qui tombent. Alors, on a parlé un peu des Pakistanais qui tapent des avions indiens au-dessus du territoire indien. On peut parler du fait que dans le dernier raid, celui où les Indiens ont la supériorité aérienne, eh ben, ils tapent quand même assez loin dans le territoire pakistanais, ce qui est aussi des barrières qui tombent. Et sur deux pays qui ont tous les deux l'arme nucléaire et qui, du coup, s'envoient quand même des pains assez significatifs, comme on le voit, c'est évidemment pas rassurant parce que ça veut dire qu'il y avait une grammaire de maîtrise de l'escalade depuis très longtemps et qu'elle est en train de s'affaiblir, qu'il y a des barrières qui tombent et forcément, quand on parle de puissance nucléaire, c'est pas extrêmement rassurant. Voilà. La question c'est qu'est-ce qu'on tire comme leçon en termes de ce qu'est la guerre aérienne. Alors après, c'est toujours la limite du rétex, c'est que un conflit n'a pas vocation à donner des grandes généralités sur ce qu'est une guerre aérienne, mais voilà, qu'est-ce qu'on a vu, selon vous, qui nous renseigne sur... Alors, on peut peut-être commencer par ça, on peut peut-être commencer par les matériels, c'est-à-dire, bah voilà, c'est des matériels qui sont totémiques, le Rafale, totémique, le S-400, c'est totémique, c'est-à-dire c'est des choses qui attirent la lumière et qui manifestement sont extrêmement importants pour les deux belligérants. C'est extrêmement important de dire qu'on a réussi à abattre un Rafale, c'est extrêmement important de dire qu'on a réussi à toucher un S-400. Et d'ailleurs, vous indiquez bien que c'est pas que de la com après coup, c'est-à-dire même dès le premier raid, les Pakistanais concentrent leurs efforts sur les Rafales parce qu'ils savent déjà que ça va être important symboliquement s'ils réussissent à en avoir un. Donc, il y a ça, voilà. Mais même sur les capacités des différents, donc le PL-15, le missile chinois, les avions occidentaux, les systèmes russes, est-ce qu'on peut tirer quand même des constats, certes situés, sur les performances respectives de ces systèmes? Je dirais
plutôt sur les types de systèmes. On voit que, disons, la séquence montre que celui qui a l'avantage de la portée domine. Dans le cas du combat air-air et aussi dans le cadre des frappes, aéroterrestres. Sur les équipements plus particulièrement, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit des systèmes comme le S-400 russe assez décrié suite à l'expérience de la guerre en Ukraine, et dont les Indiens qui l'ont utilisé aussi ne font que vanter les mérites. Donc on voit aussi l'aspect très contextuel de l'emploi d'une arme dans quel écosystème cela intervient. Mais enfin, il y a à l'évidence une certaine efficacité. Le Rafale, je pense que les Indiens ont répondu à la question. Si l'appareil était mauvais et décevant, alors pourquoi est-ce qu'ils viennent de passer une commande assez considérable? Donc ils font croire que même s'ils en ont perdu un, ou même si par la suite on devrait découvrir qu'ils en avaient perdu éventuellement un second, ils sont à l'évidence extrêmement satisfaits de l'appareil. Donc je pense que c'est finalement la meilleure réponse possible aux questions qui pouvaient se poser sur les performances du Rafale. Je pense aussi que l'autre grand phénomène, c'est que, alors, c'est pas nouveau en soi, c'est-à-dire que les productions de l'industrie de l'armement chinois, ça fait un petit moment qu'on les voit arriver, quand même. Mais c'est peut-être symboliquement l'entrée vraiment dans la cour des grands de la Chine, parce qu'on a cette combinaison chasseur J-10, PL-15 qui contribue à abattre un avion de dernière génération occidentale. Donc on a symboliquement une certaine forme de parité qui est arrivée, mais qui est franchement pas étonnante. On est dans le symbolique, mais le fait que les Chinois savent concevoir des systèmes et avancent très vite en termes capacitaires, ça n'a rien de franchement étonnant. Et puis, quelque chose qui me marque, c'est que je m'interroge beaucoup sur ça. C'est plus que des affirmations, mais je m'interroge beaucoup sur cette ligne cette ligne d'opération communicationnelle, parce que effectivement, le fait de commencer à cibler un système d'armes parce qu'il a une valeur dont on sait qu'au-delà de l'intérêt militaire de la chose sur le moment, on va avoir des bénéfices communicationnels majeurs. Dans quelle mesure ce genre de considérant ne va pas finir par peser sur les contraintes des militaires eux-mêmes, parce que à certains moments ils vont pas se retrouver il n'y a pas le risque de voir des militaires devoir prendre des décisions qui sont un petit peu contraires à l'intérêt tactique du moment, parce qu'il faut privilégier telle ou telle cible plutôt que telle autre. Je trouve que ça pose des questions à cet égard assez intéressantes. Et enfin, peut-être un dernier point que vous soulignez, c'est l'importance de la défense solaire, dont on repart beaucoup, enfin, qui a été une grande composante très délaissée, notamment dans les armées occidentales et européennes depuis un certain temps, etc. Vous montrez assez bien, alors c'est intéressant, le parallèle avec l'Ukraine vaut ce qu'il vaut, mais en même temps c'est deux points d'observation qui sont intéressants, que on s'est beaucoup axé depuis quelques années, quelques décennies sur les systèmes à très haute valeur ajoutée, donc les systèmes à très longue portée, avec des missiles extrêmement bons qui permettent d'abattre, ou en tout cas d'interdire au moins les appareils ennemis à plusieurs centaines de kilomètres, type S-400, mais c'est pas les seuls, etc. Vous montrez bien que en fait, ce qui a bien marché pour les Indiens, c'est pas tellement ça. Enfin, ça a bien marché, mais c'est vraiment l'intégration multicouche, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait ça. Puis ils avaient aussi des systèmes moyenne portée. Puis ils avaient aussi des vieux canons anti-aériens soviétiques. Enfin, et que, en fait, bah, un peu comme on le voit en Ukraine actuellement, mais c'est vraiment avoir toutes ces couches-là et avoir vraiment des capacités complémentaires et intégrées par un bon système qui fait la différence en termes de défense antiaérienne, plus que des équipements qui valent très cher. Mais du coup, puisqu'ils valent très cher, en fait, assez rapidement, on peut les mettre hors service en balançant des drones pas chers, ben, on consomme des munitions très chères, et que vraiment, il faut avoir toutes ces capacités en termes de portée et en termes de coût pour pouvoir avoir un système efficient, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Le Sindoor est une démonstration
d'une défense réussie face à ces nouveaux paradigmes. Parce que, de nouveau, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les attaques pakistanaises, ce n'étaient pas que les drones, mais il y avait aussi des composantes high-tech, comme les missiles hypersoniques tirés par leur JF-17, qui pouvaient intervenir et exploiter des failles. Et tout ce problème d'avoir derrière une infrastructure intelligente qui permet de gérer un éventail de moyens de défense qui vont du low-tech pas cher au high-tech extrêmement coûteux, de soit du ZU-23 au S-400, avec tout ce qu'il y a entre deux. Et puis ça, c'est vrai que je pense qu'il y a tout intérêt à scruter ce conflit, parce qu'après tout, en Europe, on a eu toutes ces discussions sur le mur de drones, comment se protéger des drones. Oui, mais c'est cher si on veut tout bien faire. Oui, mais comment est-ce qu'on couvre toute la frontière? Donc c'est des problématiques. C'est intéressant de voir la manière dont les Indiens se sont eux-mêmes intéressés à ce type de problématiques. Comparé à ce qu'on peut s'essayer de faire ici. Merci beaucoup, Adrien Fontanellaz. Merci. Je vais rappeler donc les références, je l'ai dit, de cette excellente étude qui est évidemment en accès libre. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode, intitulé « Opération Sindoor, la guerre aérienne indo-pakistanaise, 7-10 mai 2025 ». Je précise que vous avez aussi sorti il y a quelques mois un livre intitulé « L'armée ukrainienne, une histoire militaire et immédiate » sur 1991-2025 aux éditions Infolio, qui est aussi extrêmement intéressant sur l'histoire et les dynamiques de l'armée ukrainienne, que vous scrutez également, comme on peut le voir notamment quand on lit aussi vos articles dans le magazine DSI. Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de Rubicon, sur les outils d'Apple Podcast, de Spotify ou de YouTube. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.